Personne ne l'avait vue comme ça avant. Pas sa belle-mère, pas sa propre fille, et encore moins son mari. Elle, si discrète, si polie, si parfaite. Mais ce soir-là, quelque chose a changé. Tu connais ce genre de moment où tout explose alors que personne ne s'y attend? Voilà. C'était ce genre de soirée. Une maison luxueuse, des invités importants, des chandeliers, du cristal. Et au milieu de tout ça, une phrase. Une seule. Suffisante pour faire trembler les murs. Tu veux savoir ce qui s'est passé? Accroche-toi. Ce que tu vas entendre va te retourner. Dans une maison majestueuse au cœur du quartier de Las Lomas, à Mexico, Isabela Duarte essuyait pour la 3e fois le même plan de travail en marbre de la cuisine. Ce n'était pas qu'il fût sale, au contraire, il brillait comme si un rayon de lune l'avait embrassé. C'était simplement une habitude profondément enracinée. Une manière de faire passer le temps. Une manière de penser sans trop réfléchir. Elle vivait dans cette maison depuis 11 ans. 11 longues années à jouer le rôle d'épouse parfaite d'un homme qu'elle avait cru aimer sincèrement, mais qui s'était transformé, peu à peu, en quelqu'un qu'elle ne reconnaissait plus. Arturo Montesino, son mari, était l'un des investisseurs les plus en vue du pays, toujours vêtu de costumes italiens, toujours accompagné d'un parfum aussi imposant que son ego. L'homme avait du charme, c'était vrai. Mais aussi une capacité déconcertante à faire sentir les gens inférieurs. Isabela n'était pas née dans la richesse. Elle avait grandi dans un petit quartier populaire à Guadalajara, élevée par une mère couturière et un père jardinier. Elle avait travaillé dur, étudié avec acharnement, et était devenue enseignante d'histoire au lycée. C'est lors d'un colloque éducatif, un de ces événements où les enseignants partagent des idées et des cafetières tièdes, qu'elle avait rencontré Arturo. Il était là par hasard, accompagnant un ami de sa famille. Mais dès qu'il l'avait entendu parler de l'histoire précolombienne avec passion et rigueur, il avait été fasciné. À l'époque, Arturo était encore un entrepreneur en devenir. Leur histoire avait commencé comme un conte de fées moderne. Une femme simple et érudite conquiert le cœur d'un homme ambitieux. Elle croyait que sa sincérité, sa simplicité et sa douceur suffiraient. Il disait qu'il aimait ça chez elle. Qu'elle était différente de toutes les autres. Mais les années passèrent, et avec elles, l'admiration fit place à la condescendance. Les gestes tendres furent remplacés par des remarques passives-agressives. Et les dîners aux chandelles devinrent des repas solitaires, Isabela d'un côté de la maison, Arturo de l'autre, absorbé par ses écrans, ses réunions et ses ambitions. Ce jour-là, Isabela savait qu'un dîner important se préparait. Arturo avait convié plusieurs associés, des investisseurs internationaux, et même un député influent. Il avait précisé la veille. Et s'il te plaît, Isa, pas de ces histoires de prof ni de ton air de fille des quartiers. On doit maintenir une certaine image. Elle avait souri, poliment. Mais une petite douleur s'était logée quelque part entre sa poitrine et sa gorge. Elle ne comprenait pas comment il pouvait effacer autant d'années de vie partagée, de complicité, simplement pour plaire à des gens dont il connaissait à peine les prénoms. Elle n'était pas idiote. Elle avait remarqué que, depuis un moment, il évitait de la présenter à certains invités. Elle devenait invisible, comme une servante muette qui gravite autour de son monde sans y appartenir. La sonnette retentit. C'était Camila, la jeune domestique qui venait l'aider pour les réceptions. « Madame, la fleuriste est arrivée. Où voulez-vous qu'on dispose les centres de table? Dans la salle à manger, au centre, comme toujours. Merci, Camila. » Puis elle se rendit à la grande armoire où Véronica, la mère d'Arturo, rangeait la porcelaine familiale. Véronica était tout ce qu'Isabela n'était pas, sophistiquée, hautaine, intransigeante. Elle n'avait jamais approuvé le mariage de son fils avec une enseignante. Elle la regardait toujours comme une erreur passagère. « On t'a accueilli dans cette maison comme on ramasse un chat errant », lui avait-elle murmuré un jour, croyant qu'Isabela ne l'avait pas entendu. Mais elle avait entendu. Et elle n'avait jamais oublié. Le bruit des pas élégants d'Arturo la sortit de ses pensées. Il descendait l'escalier, ajustant sa cravate bleu nuit. Il n'avait même pas jeté un regard vers elle. « Isabela, le traiteur arrive à 18h. Ne touche à rien, tout a été décidé. » Elle hocha la tête. « Évite de trop parler ce soir. Sauf si c'est pour dire bonsoir et bonne nuit. » Un coup. Discret. Calculé. Mais qui fit l'effet d'une gifle. « D'accord, » murmura-t-elle. Mais dans son cœur, un orage se formait. Elle monta à l'étage,
entr'ouvrit l'armoire de sa chambre et contempla les robes suspendues. Beaucoup avaient été choisies par Arturo lui-même ou offertes par Veronica. Des tissus brillants, des coupes imposantes, des marques internationales. Mais aucune ne ressemblait à elle. Tout au fond, enveloppée dans une housse oubliée, elle retrouva une robe bordeaux qu'elle s'était offerte il y a des années. Simple, élégante, à sa mesure. Elle la passa sans réfléchir. Se regarda dans le miroir. Pour la première fois depuis longtemps, elle se reconnut. Lorsque les invités commencèrent à arriver, Isabella se tenait discrètement en retrait. Elle souriait, saluait poliment, comme une hôtesse bien dressée. Arturo, de son côté, rayonnait. Il riait fort, faisait des blagues sur les élections, échangeait des poignées de main fermes. Parmi les invités, il y avait Leonardo Fonte, un investisseur espagnol, et sa compagne Héloïse, influenceuse française à la voix cristalline. Ils étaient assis face à Arturo, près de Veronica. Le dîner fut servi. Foie gras, médaillons de veau, légumes croquants à la truffe. Le luxe dégoulinait des assiettes. Isabella n'avait pas faim, mais elle faisait semblant. Et c'est alors qu'Arturo, entre deux toasts portés à la réussite et au pouvoir, lança une remarque qui fit taire tous les rires autour de la table. Heureusement que ce dîner n'est pas pour tout le monde. Il leva les yeux vers Isabella, un sourire ironique au coin des lèvres. Certaines personnes n'ont pas le palais pour ce genre de mets. Tu ne trouves pas, Isa? Tu préfères sans doute un bon ragoût du quartier, non? Le silence fut immédiat. Certains invités gloussèrent nerveusement. D'autres baissèrent les yeux. Isabella ne répondit pas. Elle planta son regard dans celui d'Arturo. Et sans dire un mot, elle posa sa serviette sur la table, se leva et quitta la pièce, le dos droit, le cœur battant. Elle ne pleura pas. Pas cette fois. Dans la solitude de sa chambre, elle ouvrit une vieille boîte à chaussures qu'elle gardait cachée. Dedans, des lettres d'anciennes élèves, des photos de voyages scolaires, et un petit carnet noir. Un journal qu'elle tenait lors de ses premières années de mariage. Elle relut quelques pages. Elle y parlait d'amour, de rêve, d'un futur à construire ensemble. Ce qu'elle vivait désormais était bien loin de ces mots pleins d'espoir. Un bruit de pas la fit sursauter. Camilla entra timidement. « Madame, vous allez bien ?» Isabella sourit doucement. « Oui. Et toi, Camilla, tu sais ce que c'est que de vouloir être quelqu'un sans trahir qui on est. » Camilla la regarda, un peu perdue. « Je pense que, c'est ce que tout le monde cherche, non ?» Isabella hocha la tête. « Astérisque, tu as raison. Mais certains oublient en chemin. » Elle ferma la boîte, se leva et regarda par la fenêtre. Dans le salon, les rires avaient repris. Comme si rien ne s'était passé. Mais quelque chose en elle venait de changer. Elle ne savait pas encore quoi. Mais elle savait que c'était irréversible. Les jours qui suivirent le fameux dîner furent étrangement silencieux. Pas un mot de Arturo sur ce qui s'était passé. Pas une excuse, pas même un reproche. Il se contentait de vaquer à ses affaires, comme si la scène n'avait jamais existé. Cette indifférence glaça Isabella bien plus que n'importe quelle dispute. Mais dans le cœur d'Isabella, quelque chose bouillonnait. Une colère sourde, étouffée par des années d'humiliation discrète, prenait enfin forme. Le regard méprisant de son mari devant ses invités résonnait encore en elle comme un écho douloureux. Elle savait que ce n'était pas un dérapage isolé. C'était le reflet d'un mépris profond, enraciné. Mais d'où venait ce dédain si violent? Était-ce seulement de l'arrogance? Ou y avait-il quelque chose de plus? Un soir, alors qu'Arturo était encore à un dîner d'affaires et que Julia, leur fille de 15 ans, dormait chez une amie, Isabella décida d'explorer l'aile fermée du bureau d'Arturo. Cet endroit était strictement interdit. Il lui avait dit une fois. « C'est là que je garde les documents de l'entreprise. Rien d'important pour toi. » Mais cette nuit-là, l'interdit devint une invitation. Avec une clé qu'elle avait empruntée discrètement au trousseau principal, elle ouvrit la lourde porte. L'air était froid, presque figé. Les étagères regorgeaient de classeurs, d'enveloppes scellées, de dossiers épais. Au fond, une armoire en bois massif, verrouillée. Elle savait qu'Arturo gardait le code dans son téléphone. Et elle savait aussi que son mot de passe était le prénom de leur fille suivi de sa date de naissance. Ce détail, il ne l'avait jamais changé. Elle entra le code, Julia 1007. Un déclic. L'armoire s'ouvrit lentement. À l'intérieur, une boîte grise en métal, des dossiers scellés à la cire, un petit coffret en cuir. Elle attrapa le coffret en premier. À l'intérieur, des lettres.
Beaucoup de lettres. Certaines jaunies, d'autres récentes. Elle en prit une au hasard. L'écriture était tremblante, presque illisible. Mon fils, j'espère que tu vas bien. Je pense à toi chaque jour. Ici, les choses ne sont pas faciles. Ton oncle a essayé de t'écrire aussi. Nous n'avons plus de nouvelles depuis que tu es parti avec cette famille riche. Mais tu restes mon enfant, même si tu as changé de nom. Isabella resta figée. Tu as changé de nom. Elle lut une autre lettre, cette fois avec une date, 1995. Monsieur Montesino, nous vous confirmons que le changement d'identité de l'enfant, Manuel Ortega, a été approuvé. Il sera désormais enregistré sous le nom d'Arturo Montesino Jr. Selon l'accord signé entre les parties. Tous les documents originaux ont été scellés, comme convenu. Manuel Ortega, qui était-ce? Était-ce possible? Était-ce Arturo? Ses mains tremblaient. Elle lut encore. Il y avait un certificat de naissance. Nom de l'enfant, Manuel Ortega. Parents, Luz Ortega et César Ortega. Lieu de naissance, un quartier modeste de Veracruz. Et puis un contrat. Un accord signé entre Veronica et Esteban Montesino, les parents d'Arturo, et un couple de province, les Ortega. L'accord stipulait le transfert complet de tutelle en échange d'une somme d'argent. Il avait été acheté. Arturo n'était pas né dans la haute société. Il l'avait intégré, enfant, par un stratagème de ses parents adoptifs. Sa vie entière reposait sur une construction. Une illusion. Isabella recula d'un pas, le cœur battant à tout rompre. Tout prenait sens. Ce mépris, cette obsession de l'apparence, ce rejet viscéral de tout ce qui semblait ordinaire, c'était de la peur. La peur que la vérité ressurgisse. Que son passé de pauvre éclate au grand jour. Elle remit doucement les documents dans la boîte, puis referma tout. Elle ne pouvait pas encore le confronter. Elle devait réfléchir. Choisir ses mots. Trouver le bon moment. Mais elle ne dormirait pas cette nuit-là. Le lendemain matin, Arturo prenait son café en lisant El Financiero. Comme si de rien n'était. « Tu as bien dormi ?» demanda-t-il sans lever les yeux. « Oui, et toi ? Tu n'étais pas rentré très tard. » La soirée s'est éternisée. Les Savdras sont intéressés par un partenariat. On doit organiser un dîner, très formel. Il faudra que tu sois impeccable. Impeccable. Le mot la fit grimacer. Je suppose que tu préfères que je ne dise rien, comme d'habitude. Il leva les yeux. Un soupçon de méfiance traversa son regard. Pourquoi tu dis ça? Pour rien. Elle lui sourit. Juste une remarque. Arturo sembla satisfait de sa réponse. Il retourna à son journal. Mais à l'intérieur, Isabella bouillonnait. Et elle n'était pas seule à changer. Julia, leur fille, avait toujours été influencée par le monde de son père. Elle aimait les marques, les événements chics, les écoles bilingues. Depuis quelque temps, elle ne voulait même plus que sa mère vienne aux réunions scolaires. Elle trouvait Isabella trop simple. Maman, tu pourrais au moins mettre du maquillage, ou porter un tailleur. Toutes les autres mères ont l'air de sortir d'un magazine. Et moi, je viens des livres, ma chérie. Isabella avait tenté de rire, mais Julia ne souriait pas. Papa dit que tu devrais faire plus d'efforts. Ces mots blessèrent plus que tous les autres. Mais maintenant, Isabella comprenait d'où venaient ses idées. Et elle ne laisserait plus sa fille devenir une copie de cette hypocrisie. Plus tard dans la journée, Isabella appela discrètement Doña Marta, une ancienne employée des Montesino qui avait travaillé dans la maison bien avant la naissance de Julia. Une femme discrète, mais qui en savait beaucoup. Doña Marta, puis-je vous poser une question étrange? Bien sûr, Isa. Je vous écoute. Est-ce que, vous saviez qu'Arturo n'était pas leur fils biologique? Un long silence. Puis un soupir. Je m'en doutais. Veronica n'a jamais été enceinte. Pourtant un jour, un enfant est apparu dans la maison. Ils ont dit qu'il venait d'un orphelinat. Mais j'ai entendu des choses. Des conversations à voix basse. Et j'ai vu une fois une femme, très pauvre, venir devant la maison. Elle pleurait. Elle demandait à parler à son fils. Et Veronica a dit au gardien de la chasser. Et elle a menacé de licencier quiconque en parlerait. Isabella sentit un frisson lui parcourir l'échine. Et cette femme, pourrait-elle être encore en vie? Je ne sais pas. C'était il y a presque 20 ans. Merci, Doña Marta. Je vous revaudrai ça. Le soir venu,
Alors qu'elle préparait le dîner, un plat simple, des haricots noirs et du riz, comme elle aimait, elle entendit Julia parler au téléphone dans sa chambre. Elle s'approcha discrètement de la porte entr'ouverte. « Je t'assure, ma mère est une catastrophe. Elle ne comprend rien. Elle veut me parler d'histoire alors que je veux aller à l'école internationale, comme les enfants de la haute. Mon père, lui au moins, c'est ce qui est bon pour moi. » Isabella recula, le cœur serré. Ce n'était plus juste Arturo. C'était maintenant sa propre fille qui la rejetait. Mais elle n'allait pas se laisser effacer. Elle allait se battre. Ce que personne ne savait encore, c'est qu'Isabella avait commencé à écrire. Dans un document Word, protégé par mots de passe, elle écrivait tout. Son histoire, ses doutes, la vérité sur Arturo. Un jour, elle publierait ce texte. Pas pour se venger, mais pour dire la vérité. Il y avait dans l'air ce soir-là une tension invisible, comme un fil tiré à l'extrême, prêt à rompre au moindre mouvement. Isabella descendait les escaliers lentement, sa robe bleu nuit épousant sa silhouette avec élégance. Ce n'était pas une robe choisie par Arturo. C'était la sienne. Elle l'avait ressortie du fond de l'armoire, comme un acte de rébellion silencieuse. En bas, les invités arrivaient déjà. Les lumières étaient tamisées, la vaisselle en porcelaine luisait sous les chandeliers en cristal, et un pianiste jouait en sourdine des morceaux classiques que personne n'écoutait vraiment. C'était la grande réception que Arturo préparait depuis des semaines, le fameux dîner avec les Saavedra, investisseurs espagnols à la tête d'un conglomérat international. Le genre d'invité qui pouvait faire ou défaire une réputation en une poignée de main. Arturo la rejoignit dans l'entrée. Il jeta un coup d'œil rapide à sa tenue. « Tu aurais pu mettre quelque chose de plus approprié. C'est un peu simple, non ?» Isabella ne répondit pas tout de suite. Elle le regarda droit dans les yeux. « Je suis appropriée. Ce qui ne l'est pas, c'est de vivre dans le mensonge. » Il se figea, juste un instant. Puis son sourire revint, automatique. « Pas ce soir, Isa. Ce soir, tu souris. Tu restes à ta place. On en parlera plus tard. » Mais Isabella n'avait pas l'intention d'en parler plus tard. Ni de se taire. Pas entièrement, du moins. Dans la salle à manger, les invités discutaient autour de coupes de champagne et de petites bouchées aux noms imprononçables. Il y avait là Eduardo Saavedra, homme d'affaires discret mais puissant, accompagné de sa sœur Lucia, et de son épouse Teresa, une femme aux allures de duchesse espagnole, toute de soie vêtue. Veronica Montesino, la mère d'Arturo, régnait sur la pièce comme une reine sans couronne, distribuant sourires glacés et regards condescendants. Julia était présente, elle aussi. Radieuse, dans une robe offerte par sa grand-mère, elle riait aux blagues des invités et appelait son père papa avec une affection démonstrative. Isabella la regardait de loin, le cœur pincé. Sa propre fille semblait devenue une étrangère. Le dîner débuta. Les plats étaient servis avec précision. Foie gras aux figues, carré d'agneau en croûte d'herbe, millefeuilles de pommes de terre à la truffe. Isabella ne toucha presque à rien. Les conversations roulaient autour des marchés émergents, des réformes économiques, des nouvelles alliances commerciales. Arturo brillait. Il parlait plusieurs langues, maîtrisait chaque chiffre, chaque stratégie. Il incarnait la réussite. Mais Isabella, elle, voyait au-delà de l'image. Elle voyait l'enfant effacé de Veracruz, devenu une marionnette au costume trop coûteux. Puis, un silence inhabituel s'installa, et Eduardo Saavedra s'adressa à elle. « On m'a dit que vous êtes professeur, Sonora Montesino. Vous enseignez quoi exactement ?» Avant qu'elle ne réponde, Arturo s'empressa d'intervenir. « Oh, c'est juste de l'histoire au lycée. Rien d'extraordinaire. » Les mots tombèrent comme une gifle. Mais Isabella sourit calmement. L'histoire n'est jamais juste. C'est la mémoire du monde, Sonora Saavedra. Et parfois, les vérités les plus intéressantes se trouvent cachées dans les pages oubliées. Eduardo hocha la tête avec intérêt, mais Arturo ne dissimulait plus son agacement. « Tu vas nous faire un cours maintenant ?»« Non, dit-elle doucement. Mais j'aimerais raconter une anecdote. » Veronica fronça les sourcils. Julia baissa les yeux. Arturo devint livide. « Une fois, commença Isabella, j'ai lu une histoire sur un enfant né dans un quartier pauvre, dont les parents n'avaient rien, sauf l'amour. Cet enfant était brillant, mais le monde dans lequel il vivait ne lui offrait aucune chance.
Un jour, une famille riche est venue. Elle lui a proposé un nouveau nom, une nouvelle vie, à condition qu'il oublie qui il était vraiment. Un silence pesant envahit la pièce. Il a accepté. Et il a tout fait pour ressembler à ceux qui l'avaient adopté. Il a oublié sa mère. Il a honte de son passé. Mais à l'intérieur, il reste ce petit garçon qui a vendu son identité pour une illusion de grandeur. Arturo se leva d'un bond. Ça suffit, Isabla. C'est un dîner, pas un tribunal. Isabla se leva aussi. Elle était calme, mais sa voix vibrait. Ce n'est pas un tribunal. C'est la vérité. Et elle a sa place ici autant que n'importe quel grand vin ou que vos histoires d'action et de marché. Véronica tenta d'intervenir. Isa, tu ne vas pas salir notre nom devant nos invités. Mais Isabla tourna les yeux vers elle, les yeux brillants de lucidité. Quel nom, Véronica? Celui que vous avez acheté? Celui que vous avez volé à un enfant et recouvert d'or et de silence. Le choc était total. Eduardo Saavedra posa lentement sa serviette. Teresa, bouche bée, jetait des regards nerveux autour d'elle. Julia, elle, tremblait. Elle se tourna vers Arturo. Papa, est-ce vrai? Tu n'es pas un Montesino. Arturo voulut répondre. Mais aucun son ne sortit. Isabla soupira. Il y a dans le bureau, dans une boîte que tu caches, des lettres de ta mère. Des documents. Un certificat de naissance. Le contrat de transfert. J'ai tout vu, Arturo. Il secoua la tête. Tu ne comprends rien. Je suis ce que je suis devenu. Ce que j'ai bâti. Ce que tu as bâti sur des mensonges. Sur l'oubli. Sur la honte. Et soudain, d'un pas hésitant, Julia se leva. C'est pour ça que tu me disais toujours d'éviter les faibles, les pauvres, les simples. Parce que tu avais honte de l'avoir été. Non. Julia, ce n'est pas ça. Je voulais juste que tu aies une vie meilleure que la mienne. Alors pourquoi tu méprisais maman? Elle n'a jamais caché d'où elle venait. Un silence absolu. Personne n'osait respirer. Alors Isabla fit un pas vers sa fille. Je ne t'ai jamais demandé d'être fière de moi. Mais j'aurais voulu que tu ne sois jamais honteuse. Les larmes lui montaient aux yeux. Et pour la première fois, Julia tendit la main vers elle. Un geste fragile, mais réel. Isabla la prit. Arturo se rassit, abattu. Véronica quitta la pièce, vaincue. Et les invités, lentement, commencèrent à se lever, murmurant des excuses polies pour sortir. Seul Eduardo Saavedra resta un instant de plus. Il regarda Arturo avec un mélange de pitié et de respect amer. Vous êtes peut-être un excellent homme d'affaires. Mais un homme sans vérité est un château sans fondation. Puis il sortit. Isabla et Julia restèrent seules dans la salle, au milieu des restes de luxe, de couverts d'argent et de verres de cristal. Je suis désolée, maman, dit Julia. J'ai été méchante avec toi. J'ai cru que papa avait toujours raison. Isabla l'embrassa sur le front. Tu es jeune. Mais maintenant, tu sais. Et la vérité, même douloureuse, te rend libre. Le lendemain du dîner, la maison était plongée dans un silence tendu, presque irréel. Seuls les bruits lointains des domestiques brisant la vaisselle ou frottant les sols rappelaient que la vie continuait. Mais rien n'était pareil. Arturo n'avait pas quitté le bureau depuis la veille. Il n'avait pas prononcé un mot depuis qu'Isabla avait révélé la vérité devant tout le monde. Il avait refusé le petit déjeuner, ignoré les appels et verrouillé la porte. La seule chose qu'il avait prise avec lui, c'était la boîte métallique qu'elle avait laissée sur la table. Véronica, elle, s'était enfermée dans sa chambre et avait demandé qu'on ne la dérange pas. Le visage livide, elle était montée sans un regard pour personne. Quant à Julia, elle était restée silencieuse tout le matin. Elle avait simplement demandé à Isabla. Est-ce que tout ce que tu as dit hier était vrai? Et quand sa mère avait répondu oui, elle n'avait rien dit de plus. Elle était retournée dans sa chambre. Isabla se tenait dans le jardin, un livre à la main, mais elle ne lisait pas. Elle regardait les rosiers entretenus par des jardiniers payés à prix d'or. Des fleurs parfaites, mais sans âme. Comme cette maison. Elle entendit des pas derrière elle. C'était Camilla, la jeune employée de maison.
Son visage montrait de l'hésitation. Madame, excusez-moi, il y a quelqu'un à la porte. Un homme. Il dit qu'il vous connaît. Il ne veut parler qu'à vous. Il a dit son nom. Oui. Il s'appelle Don Felipe Ortega. Isabella sentit un frisson. Ortega. Le nom du certificat de naissance d'Arturo. Elle se leva brusquement. Fais-le entrer, Camilla. Dans le petit salon. Don Felipe était un homme dans la soixantaine, la peau burinée par le soleil, les mains rugueuses, les yeux fatigués mais dignes. Il portait une chemise propre, bien repassée, et un vieux sac à la main. Il se leva quand Isabella entra. Sonora Duarte. Merci de me recevoir. Je suis le frère de Luz Ortega. La mère d'Arturo. Isabella lui fit signe de s'asseoir. Je vous écoute. Il posa son sac à ses pieds et parla doucement, presque comme s'il récitait une prière. Luz est morte il y a 3 ans. Cancer. Elle n'a jamais revu son fils. Mais elle a toujours su où il était. Elle suivait sa vie à travers les journaux, les magazines. Elle découpait chaque article. Il sortit du sac une petite boîte de métal rouillé. Dedans, des coupures de journaux, tout avec des photos d'Arturo. Des événements de gala, des conférences, des annonces d'affaires. À chaque image, un petit mot écrit au dos. Mon fils. Isabella sentit une boule dans la gorge. Pourquoi venir maintenant? Parce que Luz m'a fait promettre. Elle m'a dit. Quand je ne serai plus là, essaie de le voir. Dis-lui que je ne lui en veux pas. Dis-lui que je l'ai toujours aimé. Alors me voilà. J'ai attendu longtemps. J'ai eu peur. Mais hier, quelqu'un m'a appelé. Quelqu'un. Une femme. Elle m'a dit qu'on avait parlé de Luz au dîner des Montesino. J'ai pris le premier bus. Isabella comprit aussitôt. Dora, l'ancienne gouvernante. Elle n'était pas restée insensible à ce qu'elle avait entendu. Don Felipe poursuivit. Je ne veux pas d'argent. Je ne veux pas de scandale. Je veux juste, lui parler. Ou au moins lui laisser ça. Il tendit à Isabella un petit pendentif en argent, usé, avec une photo minuscule à l'intérieur. Une femme souriante, les bras autour d'un petit garçon. C'était le sien. Il l'a laissé derrière quand il est parti. Elle l'a gardé toutes ces années. Isabella ferma les yeux un instant. Je vais voir ce que je peux faire. Elle monta au bureau. Frappa 1 fois. 2 fois. Pas de réponse. Alors elle prit une grande inspiration et entra. Arturo était assis devant la fenêtre, dos à la porte, la boîte ouverte sur le bureau. Les lettres éparpillées. Le certificat, au centre. Tu savais que ta mère découpait tes photos? Demanda-t-elle doucement. Il ne se retourna pas. Elle est morte, n'est-ce pas? Oui. Et ton oncle est ici. Il veut te voir. Il n'attend rien. Juste, te donner quelque chose. Un silence. Puis, d'une voix rauque. Je ne peux pas. Pourquoi? Parce que si je le vois, tout ce que j'ai construit va s'effondrer. Je vais me rappeler. De moi. Du gamin qui pleurait quand on lui a dit de changer de nom. Du fils qui n'a pas eu le droit de dire au revoir à sa mère. Isabella s'approcha, posa le médaillon sur la table. Il est déjà en train de s'effondrer, Arturo. Tu n'as plus besoin de jouer un rôle. Personne n'y croit encore. Même pas toi. Il la regarda enfin. Ses yeux étaient rouges. Pour la première fois, elle vit la peur. Et toi? Tu vas partir aussi, maintenant que tu sais. Je ne sais pas encore. Mais je ne resterai pas dans une maison où je dois me cacher pour exister. Elle le laissa seul avec ses pensées. Dans le petit salon, Don Felipe attendait toujours. Isabella lui sourit. Il ne peut pas te voir aujourd'hui. Mais il a entendu ce que tu avais à dire. Et il t'a laissé quelque chose. Elle lui tendit une enveloppe. Dedans, le pendentif, et une photo récente d'Arturo, avec une note écrite à la main. Je ne t'ai pas oublié. Don Felipe serra l'enveloppe contre sa poitrine. Merci. Tu as bon cœur, Sonora Duarte.
Mon neveu a eu de la chance de t'avoir. Il partit sans demander plus. Ce soir-là, Isabella prépara une valise. Elle ne savait pas où elle irait. Mais elle savait qu'elle ne pouvait plus rester. Alors elle entra dans la chambre de Julia. « Je pars pour quelques jours. » Julia la regarda, les yeux inquiets. « Tu pars à cause de papa. »« Je pars parce que j'ai besoin de respirer. Mais je reviendrai. Je suis ta mère. Et je ne t'abandonnerai jamais. » Julia lui sauta dans les bras. « Je t'aime, maman. » Isabella retint ses larmes. « Je t'aime aussi. » 3 jours s'étaient écoulés depuis qu'Isabella avait quitté la maison familiale. Elle logeait chez Marina, une amie de longue date, professeure de lettres et confidente fidèle. L'appartement de Marina, simple mais chaleureux, était un refuge parfait. Il sentait le café fraîchement moulu et l'encre des livres usés. « Tu vas tenir bon ?» demanda Marina en versant du thé dans 2 tasses. « Je n'ai plus le choix, répondit Isabella calmement. Il faut que je termine ce que j'ai commencé. Je ne peux plus faire semblant. Je n'ai plus peur, Marina. C'est étrange, mais je me sens vivante. » Elle parlait vrai. Depuis qu'elle avait exposé la vérité au grand dîner, une paix nouvelle avait commencé à germer en elle. Pas une paix douce, mais une lucidité brutale. Et avec cette lucidité, venait une force. Pendant ce temps, dans la maison des Montesino, le calme apparent dissimulait des secousses profondes. Arturo passait ses journées à gérer les dégâts de l'explosion sociale. Les Saavedra avaient suspendu leurs négociations. Plusieurs journaux publiaient des articles douteux sur l'ascension mystérieuse de l'homme d'affaires, et le conseil de direction de sa société exigeait une réunion d'urgence. Mais rien ne l'affectait autant que le silence de Julia. Depuis le soir du dîner, sa fille ne lui avait plus adressé un mot. Elle passait ses journées dans sa chambre, lisant ou écoutant de la musique, refusant les repas pris ensemble, évitant même les questions de Véronica. Cette dernière, d'ailleurs, n'avait jamais été aussi nerveuse. Elle craignait plus que tout qu'Isabella prenne la parole en public. Elle savait qu'un seul mot, un seul témoignage dans un journal, pouvait faire tomber le mythe des Montesino à jamais. « Il faut faire quelque chose », dit-elle à Arturo un soir, les mâchoires crispées. « Cette femme peut ruiner ce qu'on a mis 20 ans à construire. Tu crois qu'on peut encore l'arrêter ? Elle est partie. Elle a vu les papiers. Elle sait tout. » Véronica le fusilla du regard. « Tu n'as qu'à organiser un dîner de réconciliation. Tu l'invites. Tu t'excuses. Tu fais bonne figure. On fait des photos. On montre que tout va bien. Et après, si elle parle, elle aura l'air d'une folle revancharde. » Arturo hésita. Il avait l'impression de rejouer une pièce déjà trop longue. Mais l'idée était tentante. Sauver son image. Contrôler le récit. Et c'est ainsi que, 2 jours plus tard, il appela Isabella. « Un dîner de réconciliation ?» répéta Isabella, le téléphone contre l'oreille, dubitative. « Juste la famille. Toi, moi, Julia, maman. Quelques amis proches. Pas de journalistes, je te le promets. Je veux arranger les choses. Pour Julia. Pour nous. » Il avait une voix douce. Fatigué. Il jouait la carte de la sincérité. « Tu veux arranger les choses, ou redorer ton image ? Les deux, peut-être. Mais je ne veux pas te combattre, Isa. Tu sais tout. Je n'ai plus de masque devant toi. » Un long silence suivit. « Je viendrai, dit-elle enfin. Mais pas pour toi. Pour Julia. » Le soir venu, Isabella entra dans la maison vêtue d'une robe crème, sobre et magnifique. Elle avait les cheveux détachés, un collier discret, et une expression sereine. Les invités déjà présents se figèrent un instant en la voyant. Certains la saluèrent avec chaleur, d'autres avec méfiance. Véronica, vêtue comme toujours d'une élégance rigide, s'approcha d'elle. « Merci d'être venue. »« Je suis ici pour ma fille, » répondit Isabella sans détour. « Pas pour vous. » Elles se toisèrent un instant. 2 femmes que tout opposait. Mais ce soir-là, un volcan couvait sous la nappe en dentelle. Julia, en revanche, courut dans les bras de sa mère. « Tu es venue.
Toujours. Elles restèrent un moment enlacées. Une mère. Une fille. Deux cœurs en réparation. Le dîner débuta dans une atmosphère étrangement cordiale. On parlait de tout, sauf de ce qui brûlait sous la surface. Véronica évoquait un gala de charité, Arturo faisait des blagues sur la bourse, et Isabella répondait avec des sourires mesurés. Puis, au moment du dessert, alors que les verres étaient à moitié pleins et les langues déliées, Véronica lança d'un ton exagérément enjoué. « Isabella, ma chère, maintenant que tout est apaisé, peut-être pourrions-nous tous entendre tes talents d'oratrice. » Un murmure parcourut la table. Une provocation. Une invitation à se taire. Ou à exploser. Isabella posa calmement sa cuillère et se leva. « Très bien. J'ai quelque chose à dire. » Tous les regards convergèrent vers elle. Je suis restée silencieuse pendant des années. J'ai supporté les humiliations, les insinuations, les regards de travers. J'ai été réduite à une étiquette, la femme du grand Arturo Montesino. Mais ce que je suis, avant tout, c'est une femme qui n'a jamais eu honte de ses racines. Arturo ferma les yeux. Je ne dirai plus de mensonges. Arturo n'est pas né Montesino. Il est né Ortega, fils d'une femme digne, qu'il aimait profondément et qu'il a renié pour plaire à ceux qui croyaient qu'avoir du sang bleu valait plus que d'avoir un cœur. Ça suffit, lança Véronica, blanche comme une nappe neuve. Tu nous as assez humiliés. Non, Sonora, répondit Isabella. Je vous ai simplement enlevé le masque. Elle sortit alors une enveloppe de sa poche. Voici les lettres de Luz Ortega. Les journaux qu'elle a gardés. Le médaillon de son fils. Vous avez voulu qu'il oublie. Mais moi, je vais m'assurer qu'il se souvienne. Et elle la posa au centre de la table. Ce dîner n'est pas une réconciliation. C'est un adieu. Puis elle se tourna vers Julia. Ma fille, je t'aime. Mais je ne peux plus vivre dans une maison où la vérité est une ennemie. Julia se leva, les yeux remplis de larmes. Je viendrai avec toi. Et dans un silence de plomb, elles quittèrent la salle, main dans la main. Ce soir-là, Arturo resta seul à la table, les yeux rivés sur le médaillon de sa mère. Il ne dit rien. Il ne bougea pas. Son empire était encore debout, mais tout en lui s'était effondré. Les jours qui suivirent le départ d'Isabella et de Julia furent marqués par un silence étrange dans la maison Montesino. Une maison immense, vide de rire, pleine d'échos. Une maison de marbre et de souvenirs brûlants. Arturo errait d'une pièce à l'autre, comme un fantôme dans son propre manoir. Il ne travaillait plus. Il n'appelait plus ses associés. Les messages s'entassaient dans sa boîte vocale. Les journaux avaient publié les premiers articles sur la chute de l'homme d'affaires, né de nulle part. Un titre en particulier l'avait figé. Arturo Montesino, un empire bâti sur un nom emprunté. Mais plus que les titres, ce qui le hantait, c'était la voix de Julia. « Je viendrai avec toi ». Ces mots tournaient en boucle dans sa tête. Il avait perdu plus qu'une image. Il avait perdu sa fille. De leur côté, Isabella et Julia s'étaient installées dans un petit appartement du quartier universitaire. 2 chambres, une cuisine étroite, des murs fins, mais un espace libre. Libre de règles, de jugements, de faux-semblants. Pour la première fois depuis longtemps, Isabella dormait sans crainte. Julia, elle, vivait une transition silencieuse. Elle passait des heures à lire. Parfois, elle regardait de vieilles photos de famille avec un air mélancolique. Un jour, elle posa une question qui frappa Isabella en plein cœur. « Tu crois qu'il nous a jamais vraiment aimés, ou qu'on faisait juste partie de son théâtre ?» Isabella posa son livre et répondit doucement. « Il t'a aimé, Julia. À sa manière, imparfaite et pleine de peur. Moi, je crois qu'il a aimé l'idée de ce que j'étais, avant de s'en effrayer. » Un silence. Puis Julia hocha lentement la tête. « Je ne veux plus être une actrice dans leur pièce. » Quelques jours plus tard, Isabella fut contactée par la directrice de l'Institut national d'éducation pour participer à une conférence sur les femmes dans le milieu académique. Elle hésita, puis accepta. Le jour de la conférence,
Elle entra dans la salle vêtue d'un pantalon beige, d'une chemise en lin, les cheveux attachés simplement. Pas d'artifice. Pas de maquillage exagéré. Juste elle. Devant un public de jeunes étudiantes, elle parla de courage, d'autonomie, de vérité. On vous dira que vous êtes trop simple, trop douce, trop ordinaire. Mais ce que vous êtes, c'est authentique. Et dans un monde rempli de façades, l'authenticité est un acte révolutionnaire. Le public se leva pour l'applaudir. Isabella sentit une chaleur dans la poitrine. Elle n'était plus l'ombre de quelqu'un d'autre. Elle était à nouveau une lumière. Pendant ce temps, Arturo avait finalement été convoqué devant le conseil d'administration de sa société. La réunion fut brève. Ton image est trop compromise, déclara froidement l'un des membres. Tu dois te retirer. Officiellement. Il signa les papiers sans discuter. Puis il rentra chez lui. Ou plutôt, chez ce qui restait de lui. En arrivant, il trouva sa mère dans le salon, une valise à la main. Je pars à Madrid. J'ai besoin de distance. Le scandale est insupportable. Il ne répondit rien. Tu as tout gâché. Tu aurais pu tout nier. Tu aurais pu te taire. Il la regarda sans expression. J'ai perdu plus en me taisant qu'en parlant. Elle claqua la porte derrière elle. Le soir même, Arturo appela Isabella. Elle hésita. Puis décrocha. Isa. Je sais que je n'ai plus le droit de te demander quoi que ce soit. Mais je voudrais te voir. Juste une fois. Pour te parler. Pas pour te convaincre. Juste, pour te dire les choses. Isabella réfléchit. Puis accepta. Dans un café public. Pas dans l'intimité. Pas dans les souvenirs. 2 jours plus tard, ils se retrouvèrent dans un café du centre historique. Un endroit discret, entre 2 librairies. Arturo avait l'air vieilli. Plus maigre. Mais il ne portait pas de masque. Ni au sens figuré, ni au sens propre. Pas de costume sur mesure. Juste un pull noir et un regard sincère. Je ne sais pas par où commencer. Commence par ce que tu ressens. Pas par ce que tu veux sauver. Il inspira longuement. J'ai passé ma vie à fuir qui j'étais. J'ai transformé ma honte en mépris. Mon silence en façade. Et j'ai fini par perdre tout ce qui était réel. Isabella l'écoutait, silencieuse. J'ai visité la tombe de Luz, dit-il en baissant la tête. Avec ton aide, j'ai retrouvé son dossier. J'ai lu ses lettres. Et j'ai pleuré. Comme un enfant. Il leva les yeux vers elle. Je ne cherche pas ta pitié. Mais je voulais que tu saches que tu avais raison. J'ai été lâche, cruelle et égoïste. Isabella prit une gorgée de café. Puis elle posa doucement sa tasse. Tu n'étais pas obligé de venir. Mais tu l'as fait. C'est un début. Pas une réparation. Mais un début. Il hocha la tête. Je ne te demande rien. Mais si un jour Julia accepte de me parler, je voudrais juste lui dire que je suis désolée. Isabella lui tendit une enveloppe. Elle t'a écrit une lettre. Elle ne veut pas te voir tout de suite. Mais elle veut que tu lises ça. Il prit l'enveloppe comme si elle contenait du feu. Merci. Puis, après un silence. Et toi? Tu es heureuse? Isabella sourit, presque triste. Je suis libre. Et parfois, la liberté est la plus belle des formes de bonheur. Ils se levèrent. Pas d'embrassade. Pas de promesses. Juste une vérité partagée. Le lendemain, dans leur petit appartement, Julia regardait sa mère ranger des livres dans la bibliothèque. Tu penses qu'on peut recommencer de zéro? Isabella sourit. Pas de zéro. Mais à partir de maintenant. Et c'est déjà très bien. Le soleil déclinait lentement derrière les immeubles du quartier universitaire, dorant les façades et allongeant les ombres dans le petit appartement d'Isabella. L'odeur de pain chaud, de fromage gratiné et de pommes caramélisées flottait dans l'air. Julia, en chaussettes et tablier, aidait à dresser la table. Tu crois qu'il va venir, maman? Isabella hocha la tête en souriant, sans lever les yeux de la salade qu'elle mélangeait avec soin. Il a dit qu'il viendrait.
Mais tu sais, ce dîner n'est pas pour lui. C'est pour nous. C'est notre maison. Notre vie. Notre table. Il y avait dans sa voix une douceur nouvelle, teintée de force. Elle ne cherchait plus à plaire. Elle ne cherchait plus à se faire accepter. Elle vivait, simplement. Avec ses choix, ses cicatrices, et son courage. La petite table ronde était recouverte d'une nappe blanche à fleurs bleues. Rien de luxueux, mais chaque détail avait été pensé avec tendresse. Des assiettes de faïence artisanale, des verres dépareillés mais propres, un petit vase avec 3 marguerites au centre. C'était modeste. C'était vrai. À 19h pile, on frappa à la porte. Isabella jeta un regard à Julia, qui, étrangement, semblait aussi nerveuse qu'excitée. Elle ouvrit. Arturo se tenait là, les mains dans les poches, vêtu simplement d'un jean et d'une chemise claire. Il n'avait pas l'air du tout du magnate d'affaires qu'il avait été. Il portait le poids de ses erreurs sur les épaules, mais il tenait debout. « Bonsoir. »« Bonsoir », répondit Isabella. Un silence flottant. Puis Julia arriva derrière sa mère. « Salut, papa. »« Salut, princesse. » Elle roula les yeux. « Je ne suis plus une princesse. » Il sourit tristement. « Je sais. »« Entre, alors. » Ils s'installèrent à table. Le repas débuta sans cérémonie. Lasagne maison, salade verte, pain encore tiède, tarte aux pommes pour le dessert. Pas de serveur, pas de cristal, pas de truffe. Et pourtant, jamais un repas n'avait été aussi plein. Les premières minutes furent silencieuses, presque maladroites. Puis peu à peu, Julia parla de l'école, de ses lectures, de sa nouvelle prof de théâtre. Isabella raconta ses projets à l'université. Arturo écoutait plus qu'il ne parlait. À un moment, il posa sa fourchette et dit « Je voudrais dire quelque chose, si je peux. » Isabella et Julia le regardèrent. « Merci de m'avoir invité. Je sais que je ne mérite pas de pardon. Mais je suis reconnaissant d'être là, même juste une soirée. Et, je suis fier de vous. Toutes les deux. » Julia le regarda longtemps, puis baissa les yeux sur son assiette. « Tu sais, j'ai lu des lettres de maman que je n'avais jamais vues. Des trucs qu'elle écrivait à ma naissance, sur toi, sur moi, sur ses espoirs. Elle voulait qu'on soit une vraie famille. Et je crois que ce soir, on l'est enfin un peu. » Isabella sentit sa gorge se serrer. « C'est une nouvelle famille, » dit-elle doucement. « Pas celle qu'on avait, mais celle qu'on choisit de construire. » Ils continuèrent à manger. Ils rirent même, à un moment, en se souvenant d'un voyage chaotique à Oaxaca, où Julia avait vomi dans un bateau touristique. « C'était toi, papa, qui avait crié accosté. »« Comme si on coulait, » se moqua Julia. « J'étais paniquée, que veux-tu » Isabella secoua la tête, amusée. Ce n'était pas une réconciliation hollywoodienne. Il n'y avait pas de musique douce en fond, ni de promesses de lendemain magique. Mais il y avait une table partagée, une écoute, et une vérité nue entre eux. Après le repas, Arturo aida à débarrasser. « Tu vois, dit Julia, taquine, même les ex-magnats peuvent faire la vaisselle. Je commence ma réinsertion sociale. » Isabella rangeait les restes dans des boîtes. Elle les regardait du coin de l'œil. Et pour la première fois, elle n'éprouvait ni haine, ni douleur. Juste, de la distance saine. Tu restes dormir chez un ami, ou tu rentres à ton nouveau chez toi. Je loue un studio dans le quartier romain. Petit, bruyant, pas de service de chambre, mais j'y dors enfin. Elle hocha la tête. C'est bien. Avant de partir, Arturo s'arrêta dans l'entrée. Il hésita, puis sortit une enveloppe de sa poche. C'est le testament de Luz. Je l'ai fait légaliser. Elle voulait que tu l'aies. Isabella prit l'enveloppe, les mains tremblantes. Elle ne savait pas encore ce qu'il y avait dedans. Mais rien que le geste comptait. Merci. Ils se regardèrent. Je ne te demande pas de revenir, dit-il. Mais si un jour tu veux qu'on parle, qu'on marche, ou juste qu'on se taise côte à côte, je serai là. Elle lui tendit la main. Tu peux venir dîner parfois.
Mais n'oublie pas, ici, il n'y a pas de cristal, pas de domestique. Juste des gens sincères et des assiettes ordinaires. C'est déjà beaucoup plus que ce que j'ai jamais eu. Il embrassa doucement la joue de Julia. Puis il partit. Quelques semaines plus tard, Isabla reçut une invitation à parler dans un congrès sur l'identité et les femmes dans la société contemporaine. Elle accepta. Elle était devenue, sans s'en rendre compte, un symbole pour beaucoup de femmes qui avaient été mises de côté, étouffées, méprisées. Son discours fit sensation. Elle termina avec ces mots. Pendant longtemps, je croyais que pour appartenir, je devais me taire. Que pour être acceptée, je devais renoncer à ce que j'étais. Mais aujourd'hui, je sais que la plus grande victoire, c'est de pouvoir s'asseoir à sa propre table, sans honte, sans costume, sans peur. Et d'y inviter ceux qui vous aiment vraiment. Le soir même, Isabla rentra chez elle. Julia faisait ses devoirs au salon. Un plat mijotait sur la cuisinière. Il n'y avait pas de luxe, mais il y avait une paix profonde. Elle mit la table, alluma 2 bougies, puis appela. À table. Et quand elles s'assirent l'une en face de l'autre, avec un plat simple entre elles, Isabla comprit, elle avait gagné. Pas contre Arturo. Pas contre Véronica. Contre le silence. Contre la peur. Contre la disparition de soi. Elle avait repris sa place à la table. Et cette fois, c'était elle qui en était l'hôte. Et c'est ainsi que l'histoire de Isabla, Arturo et Julia se termine. Une histoire qui a commencé dans le luxe apparent, dans une maison de marbre et de silence, dans une cage dorée où une femme brillante, cultivée et aimante avait peu à peu perdu sa voix, sa place, sa lumière. Mais à travers les épreuves, les mensonges dévoilés, les confrontations nécessaires et les décisions douloureuses, Isabla a réussi à reprendre ce qui lui appartenait depuis toujours. Sa dignité, sa liberté, son droit de vivre pleinement en vérité. Cette conclusion n'est pas un conte de fées où tout est parfait. Non, c'est un miroir fidèle de la vie réelle, où parfois les liens se brisent, où la vérité coûte cher, mais où elle est aussi libératrice. Isabla n'a pas reconstruit la maison des Montesino. Elle en a bâti une nouvelle, à sa mesure, à son image. Non pas faite de dorure et d'apparence, mais de chaleur, de paix, d'authenticité. Et vous, chers amis qui êtes allés jusqu'au bout de ce récit, vous qui avez ressenti, mot après mot, les tensions, les douleurs et les lueurs d'espoir de cette histoire, je vous remercie. Merci d'avoir été là. Merci de votre écoute attentive, de votre cœur ouvert. Si cette histoire vous a touché, si vous vous êtes reconnu dans les blessures d'Isabla, ou dans le chemin de repentance d'Arturo, ou même dans les doutes de Julia, alors je vous invite de tout cœur à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne, et à partager dans les commentaires ce que vous avez ressenti, ce que vous avez appris, ce que vous avez vécu. Vous n'imaginez pas à quel point votre interaction nous aide à continuer à créer ces récits profonds, émotionnels, et porteurs de vérités universelles. Alors, prenez un instant. Mettez un pouce bleu si cette histoire vous a inspiré. Abonnez-vous pour ne rater aucun autre épisode. Et surtout, écrivez-nous. Avez-vous déjà ressenti que votre voix ne comptait pas dans un couple, dans une famille? Avez-vous été confronté à des choix où il fallait sacrifier une image pour retrouver votre âme? Vous êtes peut-être en train de vivre ce que vivait Isabla au début. Mais souvenez-vous, il n'est jamais trop tard pour dire la vérité. Jamais trop tard pour se lever de table et créer la sienne. Cette histoire nous laisse plusieurs leçons. La première, la vérité finit toujours par éclater, même si elle est enfouie depuis des années. Arturo avait tout enterré. Son nom, ses origines, sa famille, sa souffrance. Mais la vérité, comme l'eau, trouve toujours un chemin. Et quand elle jaillit, elle emporte tout. La deuxième leçon, le silence n'est pas toujours de l'or. Isabla s'est tue pendant des années, par amour, par peur, par respect. Mais ce silence la détruisait. Il faut apprendre à parler, à se positionner, à dire « non » quand le cœur dit « non ». La troisième leçon, le luxe sans amour est une prison. Que valent les cristaux, les robes chères, les buffets raffinés, si l'on est seul, étouffé, humilié? Rien. Ce qui compte, ce sont les regards sincères autour d'une table simple, les discussions honnêtes, la tendresse vraie. Enfin, la plus grande leçon.
On peut renaître, peu importe son passé. Isabla a été trahie, rejetée, mais elle s'est reconstruite. Arturo a menti toute sa vie, mais il a fini par se repentir. Julia a été perdue, mais elle a retrouvé sa mère. Et c'est ici, au moment où l'histoire semble se refermer, que j'aimerais vous parler d'une autre vérité, encore plus grande. D'un amour plus fort que toutes les douleurs familiales, plus fidèle que tous les pactes humains, plus profond que tous les mensonges, l'amour de Dieu. Vous savez, dans l'Évangile selon Jean, chapitre 3, verset 16, il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ce verset est l'un des plus puissants de toute la Bible. Il ne parle pas d'une religion, ni d'un système. Il parle d'un amour, d'un don, d'une espérance. Imaginez un instant. Dieu, le Créateur de toutes choses, le Roi des rois, l'Éternel, vous regarde, vous, personnellement, avec un amour si intense, si pur, qu'il a accepté de donner son propre Fils Jésus-Christ, en sacrifice, pour que vous ne soyez pas condamnés à vivre une vie vide, sans pardon, sans paix. Jésus n'est pas venu condamner. Il est venu sauver. Il est venu libérer, comme Isabla a été libérée. Il est venu restaurer, comme Arturo a pu commencer à l'être. Il est venu tendre la main, comme Julia l'a fait envers ses deux parents. Parce qu'au fond, ce que Dieu veut, ce n'est pas que vous portiez des masques. Ce n'est pas que vous vous cachiez derrière une façade. Il veut vous rencontrer tel que vous êtes. Peu importe votre passé. Peu importe vos erreurs, vos douleurs, vos chutes. Il n'est jamais trop tard pour revenir à lui. Il n'est jamais trop tard pour dire « Seigneur, j'ai besoin de toi. Je t'ouvre mon cœur. » Peut-être que vous avez été comme Arturo, fuyant votre identité, vivant dans la peur, dans la honte. Peut-être que vous avez été comme Isabla, écrasé, oublié, réduit au silence. Peut-être que vous avez été comme Julia, perdu entre deux mondes, ne sachant pas à qui faire confiance. Mais aujourd'hui, Dieu vous dit « Viens. Mon amour est réel. Ma grâce est suffisante. Ma porte est ouverte. » Le don de Jésus-Christ est un don parfait. Il est mort à la croix, portant vos fautes, vos hontes, vos secrets. Et il est ressuscité, offrant une vie nouvelle. Pas une vie religieuse, pas une vie de règles froides, mais une vie de relation. Une vie où vous pouvez dire « Je ne suis plus seul. Je suis aimé de Dieu. Je suis sauvé. » Accepter Jésus, ce n'est pas rejoindre une étiquette. C'est recevoir un cœur nouveau. C'est avoir une paix qui dépasse l'intelligence. C'est pouvoir traverser les tempêtes comme celle d'Isabla en sachant qu'on n'est pas abandonné. Alors, si vous êtes arrivé jusqu'ici dans ce texte, ce n'est pas un hasard. Dieu vous appelle. Il frappe à la porte de votre cœur. Il ne s'impose pas. Il attend que vous disiez « oui ». Et si vous le souhaitez, vous pouvez lui répondre, là, maintenant, avec une simple prière, sincère, du fond de votre cœur. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai besoin de toi. Je ne veux plus vivre loin de toi. Je te demande pardon pour mes péchés. Je crois que tu es mort à la croix pour moi. Je crois que tu es ressuscité. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon Sauveur et Seigneur. Fais de moi une nouvelle personne. Donne-moi ta paix. Donne-moi ta vie éternelle. Je te donne mon cœur, mon passé, mon présent et mon avenir. Amen. Si vous avez fait cette prière, sachez que le ciel tout entier se réjouit. Et ici, moi aussi, je me réjouis pour vous. Parce que vous venez d'accomplir le choix le plus important de votre vie. Et maintenant, je vous invite à aller plus loin. Si cette vidéo vous a touché, likez-la, abonnez-vous à la chaîne, et surtout, partagez-la. Que cette histoire et ce message d'espoir atteignent encore d'autres cœurs blessés, d'autres Isabla, d'autres Julia, d'autres Arturo qui ont besoin de vérité, de grâce, de lumière. Dans les commentaires, dites-moi si vous avez fait cette prière. Ou écrivez simplement « J'ai dit oui à Jésus ». Et je prierai pour vous. Nous sommes une famille ici, un lieu de refuge, un espace de guérison. La table est mise. Il n'y a pas de cristal, mais il y a de la vérité. Il n'y a pas de truffe, mais il y a de l'amour. Il n'y a pas de rang social, mais il y a de la paix. Merci d'avoir vécu cette histoire avec moi. Merci de m'avoir accordé votre temps, votre attention, votre cœur. Et surtout, n'oubliez jamais, vous avez de la valeur. Vous êtes aimés de Dieu.
Et vous avez une place à sa table. À très bientôt pour une nouvelle histoire, ou peut-être, pour continuer la vôtre. Que Dieu vous bénisse puissamment. Shalom sur votre maison. Et que son amour vous guide, aujourd'hui et pour toujours.